Et posez toutes les questions que vous voulez dans le Q&A, c'est fait pour. Guillaume m'aidera en termes de modération pour me couper parce que on est parti pour une heure et quart max. Je pense qu'il va y avoir plein de questions. Moi, j'ai pas mal de contenu aussi, donc je vais essayer de répondre à un maximum de choses. Et Guillaume me coupera la parole si il faut. Et il faut, en fait, hein, tu peux me couper la parole vraiment quand tu veux, Guillaume. C'est fait pour. Parce que, alors soit je te dirais, bah, ça c'est vu un peu plus tard, vu que tu connais la presse, je peux aussi dire que ça va arriver un tout petit peu plus loin. Mais si tu vois pas la réponse, bah, tu m'interromps. L'objectif de ce webinaire ensemble, c'est de vous donner quelques clés de départ pour réfléchir à un projet de création d'école, comme le bahut. Alors, je vais essayer de vous expliquer déjà ce que c'est que le bahut en amont, notamment une école dédiée à la reconversion. Et pourquoi on fait ça ensemble avec Guillaume? C'est parce qu'on a bossé un peu sur ce sujet et que toi, tu as plongé dedans et tu as trouvé ça un peu cool. Est-ce que, Ouais. est-ce que tu veux te présenter en premier, du coup, parce que tant qu'à faire. Allez. Guillaume, je suis entrepreneur, j'avais créé une boîte qui s'appelait Agricool de 2015 à 2022. C'était On faisait très, des très cool. urbaines. Très beau, très belle promesse. Et en septembre l'année dernière, j'ai créé le Plongeoir, donc une newsletter que j'envoie aujourd'hui à un peu plus de 21 000 abonnés, avec comme objectif d'analyser tout ce qui peut permettre de construire un futur plus cool, autant des sujets d'impact social qu'environnemental. Et voilà, et cette newsletter, j'ai fait donc du coup un plongeon sur la formation avec toi Sylvain et avec le Bahut, qui était le 20 septembre, je crois. Oui. Et c'était vraiment passionnant de creuser ce sujet et de se rendre compte de tout le potentiel qu'il y avait derrière la reconversion et la création d'écoles. J'ai adoré notamment ce truc de dire, voilà, parfois, on a toujours tendance à vouloir recréer des nouveaux business models, des nouveaux projets de zéro, mais parfois être capable de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné justement, par exemple, là, dans la création d'une école et pouvoir le refaire sur plein d'autres secteurs qui pourraient avoir de l'impact, c'est hyper malin. Et ça peut avoir un gros impact social puisqu'il y a des centaines de milliers de jobs qui vont à la fois disparaître et apparaître à la fois disparaître parce qu'on sait les problématiques liées à l'IA ou à la transition de la société de manière générale, et des jobs qui vont être créés, notamment avec les sujets de transition environnementale. Donc il y a vraiment des trucs passionnants à construire. Voilà, et entre deux, en mai, on a créé Plouf avec Pauline, qui est peut-être sur la visio, je ne sais pas. Je peux te Et, faire monter, Pauline, si tu lèves la main, hein, si tu veux venir sur scène te montrer ta tête. Et donc Plouf, c'est une communauté toute simple sur Slack de personnes qui veulent lancer leur projet et qui veulent trouver des associés ou avancer. Et donc ça peut être, je l'ai mis là, parce que ça peut être super utile pour ceux qui veulent lancer leur école, qui veulent potentiellement rencontrer des associés ou creuser un peu plus le projet. On peut se retrouver là-bas. J'ai mis le lien, je crois, sur un peu plus loin, mais on pourra le refiler à la fin. Et du coup, je me permets de faire un... Le plongeoir, c'est une des 5-6 newsletters que je lis tout le temps. Interdit de la rater, elle est trop cool. Il y a plein de sujets passionnants dedans. Bah, tu vois, Bernard qui dit pareil. Donc, pour ceux qui viennent depuis ma publication LinkedIn, abonnez-vous au plongeoir, c'est vraiment passionnant. Vous allez apprendre plein de choses et ça fait du bien. Trop sympa. Leplongeoir.club, pour ceux qui voyaient, .club. Et Plouf, moi je trouve aussi l'idée géniale parce que de toute façon, c'est ce que je vais potentiellement vous recommander à la fin, c'est de faire un tour sur Plouf, aussi pour mûrir votre idée s'il y a besoin. Donc plein de trucs trop cool avec Guillaume, suivez-le, il est génial. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de la part de Guillaume, cette fois-ci, je m'appelle donc Sylvain, j'ai créé une boîte de bijoux pour cheveux quand j'avais 20 ans, étudiant en école de commerce. Ça a duré 6 ans, c'était passionnant, j'ai vécu des choses folles, j'ai voyagé à travers le monde, j'ai mis des bijoux dans les cheveux de Miss France, j'ai participé à des défilés pour remettre des bijoux dans les cheveux des mannequins. Mais ça s'est fini au tribunal avec des procès des dettes. J'ai appris plein de trucs, notamment le fait que je pense que être inadapté en tant que salarié. Donc, je me suis relancé sur une deuxième passion, enfin, sur ma vraie passion plutôt, parce que les bijoux, c'était pas tant ma passion que ça. C'était d'ailleurs une des erreurs du projet, qui était la formation, la pédagogie, l'enseignement, donner envie d'apprendre. Et parce que je suis devenu prof à l'EM à 22 ans, alors que j'étais encore étudiant, que j'ai coécrit une bande dessinée avec un copain pour expliquer l'envie d'entreprendre, enfin comment les étapes pour entreprendre un projet, une asso ou une boîte, et qu'on a distribué plus de 500 000 exemplaires dans le monde francophone, que ça m'a donné
envie de faire de la conception pédagogique, d'écrire d'autres BD, des bouquins, faire de la vidéo. Peut-être qu'il y en a certains qui nous connaissent par les vidéos Dessine-moi l'écho, qui ont été diffusées sur le monde.fr de février 2012 à décembre 2020. On a produit une centaine de vidéos qui ont été vues plus de 50 millions de fois dans le monde francophone et qui sont aujourd'hui souvent des bases de révision pour tous les sujets en éco, sachant que c'est une collection qu'on a fait gratuitement parce qu'on trouvait que ça avait du sens. Mais comme la boîte commençait à bien marcher en 2014, je suis parti pour faire une start-up. J'ai retenté les étoiles, le truc un peu fou avec des devs, avec des investisseurs, donc avec des fonds. Et de l'international à nouveau, je suis parti m'installer un peu à New York, enfin, on a fait beaucoup de choses. Je me suis fait virer comme une merde en 2019. Pareil, à nouveau, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que je savais faire, ce que je savais pas faire, ce que j'aimais vraiment. Et que finalement, ce que j'aimais vraiment, bah, c'était l'enseignement, l'éducation, la formation. Et quand j'étais chez Tilki, il y avait un truc qui m'avait titillé. J'avais interdiction de donner des cours par mes éditeurs, c'est écrit dans mon pacte, mais j'avais réussi à négocier une exception pour la Rocket School où je venais former à Tilki, enfin mon logiciel, et à la relance des commerciaux, par les commerciaux. Et je suis allé dans cette école et j'ai vu face à moi des étudiants en reconversion avec des yeux qui brillaient, des gens qui comprenaient vite et bien, qui avaient des niveaux de diplôme très hétérogènes, mais qui étaient passionnés et passionnants. Je me suis vraiment éclaté, comme quand je donnais des cours dans des grandes écoles où j'avais du public qui avait un peu de répondants. Bah là, j'avais ça. Et le modèle de la Roquette, c'était un peu ce qui me faisait rêver, enfin ce qui m'a fait rêver, parce que c'est les premiers un peu à faire ça. Euh, POI, donc c'était gratuit, 3 mois de formation pour avoir les bases, et après, ils partaient en alternance 1 an, et à la fin, il y avait un job. Donc en gros, c'était une formation qui était ouverte à tous, si vous n'étiez pas con et motivé. Et à la fin, il y avait un vrai boulot. Ça, j'ai trouvé ça génial. Donc c'était resté dans un coin de tête. Début 2020, je me retrouve un peu sans rien. Enfin, sans rien, c'est pas tout à fait vrai. J'avais gardé Sido à côté qui continuait à tourner. C'était une vingtaine de salariés, dont j'étais plus sur une boîte dans laquelle je n'étais plus du tout opérationnel, mais je gardais ça d'un coin de l'œil comme intéressé. Et eux, bah, je vais dire ça après, de toute façon, c'est la genèse. Eux ont commencé à identifier que chez les clients, ils avaient des besoins en compétences spécifiques sur les outils auteurs du marché en conception pédagogique, par exemple Storyline, Genially, 360 Learning et d'autres, voire même Canva et plein d'autres qui peuvent servir à créer des contenus de formation, mais bah, que les écoles n'en formaient pas vraiment à ça. Il y a pas mal de formations universitaires sur la conception péda, mais généralement, on vous montre que ça existe, mais on ne vous fait pas faire concrètement. Et les boîtes disent, oui, mais nous, il nous faut quelqu'un qui sait faire et qui avance et qui est capable de produire, qui n'a pas juste les idées de comment faire ça bien, mais qui sait aller au bout. Donc, il y a cette technique professionnelle sur les outils numériques. Et que certes, le distanciel se développait doucement, mais surtout pour des questions de diminuer les coûts de la formation, mais le Covid a tout changé. Parce que les entreprises se sont dit, bah maintenant, on ne peut plus former comme avant, on ne peut plus tout le temps faire déplacer les gens, il faut qu'on fasse de l'hybride, il faut qu'on fasse de la classe virtuelle, enfin de l'hybride, donc avec une partie distancielle asynchrone où il n'y a pas de prof, et après une partie en groupe où il y a un prof, ou la classe virtuelle, donc du distanciel, et qu'elles se sont dit, bah, ça, le problème, c'est cool, mais on ne sait pas faire, et il nous faut des gens. Et à côté de ça, en France, on est très créatif, je pense savoir pourquoi, je vais dire pourquoi, sur les technologies, sur les outils pour la formation, pour l'éducation. Parce qu'en France, on est très exigeant en tant qu'apprenant aussi. Donc, on veut que ce soit cool, que ce soit joli, que ce soit super interactif, que ça brille un peu de partout, sinon on se fait chier. Je dis ça parce que j'ai vécu 1 an au Québec récemment pour voir un peu comment eux faisaient. Et ils sont moins exigeants que nous, quand même, je trouve, en termes de contenu et de support. Mais nous, on l'est beaucoup. Donc, les entrepreneurs français sont très créatifs pour trouver des solutions, pour vous donner envie d'apprendre. Tout ça ensemble, bah, ça a fait que je me suis dit, bah, pourquoi pas créer une sorte de rocket school, mais sur le métier de la conception pédagogique. Et j'ai embauché Rachel en avril 2020, parce que je ne sais pas travailler seul, pour lancer une première promo. Je lui ai dit, et j'ai annoncé ça sur LinkedIn, je crois que quand je l'ai embauché, alors on était en plein Covid, c'était l'enfer, enfin, on ne savait pas du tout si le monde allait redémarrer. C'était un stress de dingue, on n'avait pas de locaux, on n'avait pas de programme, on n'avait pas de candidat, pas d'employeur, enfin, on n'avait rien. On savait juste que la Roquette avait réussi à trouver un financement par Pôle emploi à l'époque, France Travail, sur un bootcamp de 3 mois. Je me suis dit, bah, je vais copier ça, je vais essayer de voir si je peux faire pareil. Et je vais me démerder. On a 4 mois maintenant pour tout lancer. Et le 18 septembre 2020, on reçoit notre promo dans des locaux un peu foireux. Mais c'était cool, c'était une première. Le monde avait rouvert, donc on a pu les accueillir en présentiel avec masque.
à l'époque. Honnêtement, moi, je n'étais pas encore complètement sorti de ma dépression post-dégageage, parce que c'est pas un licenciement, de ma startup. Et à la pause, je suis allé chialer dans un coin en mode, mais ils sont fous, quoi. J'avais 24 étudiants qui avaient 34 ans en moyenne d'âge, qui nous faisaient confiance pour qu'on leur trouve un job. Je leur avais trouvé un job, hein, mais qui m'avaient fait confiance, comme qu'on leur ferait un programme de ouf, que c'était l'école dans laquelle il fallait aller. Et c'est l'école qui allait les aider à un peu changer de vie. Ça m'a touché énormément. J'ai trouvé ça barré. Je me dis, mais ils savent pas vraiment qui je suis, quoi. Ils savent pas que je vais pas bien. Mais c'est trop cool. C'est trop cool. Et on a fait un super programme. Et j'ai eu des relations encore dingues avec cette première promo, parce que comme toute première promo, on s'est rapproché énormément. On vivait à H24 avec eux. On suivait tous les cours avec eux aussi pour pouvoir améliorer le programme au fur et à mesure. Et tous les soirs, on débriefait ça ensemble autour d'un café ou d'un verre. C'était trop cool. Sauf que début novembre, il y a eu le deuxième confinement, donc on a dû fermer. Ça a été un peu plus compliqué, mais c'était quand même génial. Et ça m'a tellement donné envie que j'en ai relancé une deuxième promo en février 2021, puis en septembre 2022, ou en octobre 2022. Et en avril 2022, France Travail me rappelle, enfin Pôle emploi encore, me dit, ah si, la POI, là, on n'est pas sûr que ça continue, parce qu'il y a les élections qui arrivent en mai. S'il y a changement de gouvernement, vu qu'on s'approche d'un plein emploi, ou en tout cas qu'il y a moins besoin d'aider les gens à retrouver du travail, possible que ce mode de financement disparaisse. Donc petit stress, et j'ai cherché autre chose, et j'ai trouvé une autre idée, une autre solution, qui est de faire de l'alternance sans titre, parce que nous, nos formations ne sont pas diplômantes. Mais je vais vous raconter ça un peu plus loin, comment on fait, comment ça marche, et toutes les solutions de financement qui peuvent exister sur le marché. Et on a lancé du coup, à ce moment-là, en septembre 2022, une première promo d'alternance sans titre. On est à notre huitième promo à Lyon. La septième vient de se terminer. La neuvième va démarrer en mars prochain, mars 2025. Entre-temps, Paris, enfin, j'ai énormément de demandes d'étudiants à Paris et d'employeurs à Paris, mais j'ai du mal à faire venir les apprenants parisiens à Lyon et j'ai du mal à envoyer des non-parisiens à Paris, ce que je comprends des deux côtés. Et je me dis, c'est quand même dommage parce que j'ai à chaque promo plein, plein, plein d'employeurs et je ne retrouve pas de candidats. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir un bahut à Paris? Mais moi, j'avais pas vraiment envie de le faire moi parce que euh, pas envie de gérer une équipe à distance, pas envie d'aller vivre à Paris du tout. Et du coup, j'ai franchisé le bahut, entre guillemets, j'ai loué le programme, loué toute la méthodo pour faire la même école à une agence concurrente, parce que nous, du coup, finalement, derrière le bahut, c'est Sido, c'est mon agence, hein, et c'est eux les formateurs d'ailleurs. Et donc, j'ai trouvé une agence concurrente à Paris qui m'a dit, on va faire pareil. Ça se passe super bien, c'est DNL Digital, ils sont ouf, ils sont trop bons. Ils en sont à la troisième promo là et ils s'éclatent. Leurs étudiants, franchement, je suis trop content de ce partenariat. Et on vient de faire pareil à Nantes. Alors, cette fois-ci, c'est pas avec une agence concurrente, c'est avec un CFA, donc un centre de formation un peu plus traditionnel, mais qui voulait justement faire un peu autrement, toucher un autre public que les étudiants Parcoursup et tenter la reconversion. Ils viennent de démarrer là en mi-septembre à Nantes avec une promo de 14 étudiants. Voilà un peu l'évolution où on en est, sachant qu'au milieu, j'ai lancé une autre formation, moi, à Lyon, qui est sur le sujet de l'IA. Donc, on a aujourd'hui deux sujets à Lyon. Il y a pas Quelques mal de chiffres, questions dans le Q&A sur le côté modèle économique, mais je pense que tu vas y répondre juste après. tout à fait. Il n'y a plus d'aide. Mais c'est cool qu'il n'y ait plus d'aide. Et de toute façon, il y a bientôt plus d'aide sur l'apprentissage aussi. C'est une très très bonne nouvelle, mais on en parle juste après. Quelques chiffres pour vous dire, parce que moi, le seul KPI, le seul chiffre, la seule stat que je suis, c'est le taux d'insertion. C'est est-ce que mes étudiants, à la fin de leur alternance, ils ont bien un job qui leur plaît. Et ça, on est à 92% de taux d'insertion à 6 mois après la fin de la formation. 92% de nos étudiants sont soit en CDI, soit freelance, mais parce qu'ils le choisissent. C'est pas par défaut. Parce que moi, je les pousse plutôt à prendre un CDI pour avoir au moins 2, 3 ans d'expérience pro avant potentiellement de devenir freelance, parce que c'est quand même un marché très difficile, sur des compétences auxquelles on ne prépare pas, parce que nous, on ne prépare pas à vendre, à gérer son marketing, à faire sa compta, ce genre de choses. Et qu'en plus, sur le marché, comme il y a pas mal de concurrents, et qu'après seulement un an d'expérience, même si notre formation est extraordinaire, bah, je trouve que c'est compliqué de savoir se valoriser. Autre chose qu'on mesure, en fait, c'est même pas vraiment la satisfaction, c'est le taux de recommandation. On est à 9,4 sur 10 en notes, ils ont le droit de 0 à 10. Et la recommandation moyenne de nos anciens, c'est 9,4. Et ça, pour moi, c'est super important à suivre. On suit aussi le NPS, évidemment, mais qui est de l'ordre de 70, et sachant que c'est de moins 100 à 100, pour avoir un ordre d'idée. Parce que ça fait partie de notre ADN, parce que
On veut qu'ils passent un bon moment à l'école, on veut qu'ils aient appris des choses, on veut qu'ils aient trouvé un boulot, et on veut potentiellement qu'ils nous trouvent nos futurs employeurs et nos futurs candidats. Donc pour moi, j'ai un énorme travail en termes de marque école à faire sur eux, parce que finalement, c'est eux qui le vivent et ceux qui vont en parler dehors. Autre chose qu'on regarde, j'aurais pu mettre un autre taux. On a un abandon par promo en moyenne, sachant qu'on a des promos de 20, 22 étudiants en moyenne. Donc on a un qui abandonne pendant l'année pour plein de raisons différentes. On a 8 promos, un abandon par promo jusqu'ici. On n'a pas eu dans la promo IA. Mais pourquoi? Parce que bah, finalement, c'est pas ce que je veux, ou j'ai l'impression de ne pas y arriver, ou j'ai pas confiance en moi, ou j'ai un souci de santé. Dernièrement, on a eu ça, et quelqu'un qui a dû arrêter aussi. Ou changement de vie pro, finalement, je change de pays, il faut que j'arrête, je pars sur autre chose. Plein de choses qui se comprennent à chaque fois, qui sont dures à anticiper, mais c'est un taux très bas hein, dans l'ensemble, dans le monde de la formation et de la reconversion. C'est plutôt des taux autour de 40% d'abandon, quand nous, on est à 5%. Et enfin, ça va dépendre des promos. On a un à deux étudiants par promo qu'on ne diplôme pas, sachant qu'il n'y a pas de diplôme à l'issue de notre formation. Euh, c'est juste un certificat comme quoi il a bien suivi, mais il y a une ou deux personnes à qui on dit bah, je suis désolé, tu n'as pas complètement le niveau pour qu'on te pousse auprès des employeurs. Alors, souvent, ils ont déjà un job, donc ils s'en fichent complètement. Mais juste, on les prévient, attention, nous, tu n'as pas atteint le niveau d'exigence qu'on a et il va falloir que tu bosses bien ton portfolio, que tu continues à t'améliorer pour t'assurer d'avoir un job sur les 5 prochaines années. Parce que, selon nous, tu as un niveau un peu faible pour l'instant sur le marché. Et enfin, évidemment, le dernier chiffre qu'on suit, qui est super important aussi, c'est le salaire moyen, qui est entre 35 et 38 en fonction de province et Paris. Mais en gros, ils sortent autour de 36 000 euros bruts après un an d'alternance, ce qui est déjà cool, je trouve. Voilà pour quelques infos là-dessus. Et effectivement, donc c'est du contrat pro sans titre, contrat de professionnalisation, où il n'y a pas d'aide, il y a un peu moins d'aide que pour les apprentis. Ça coûte beaucoup plus cher qu'un apprenti, je suis d'accord. Mais moi, je trouve qu'un apprenti coûte pas assez cher et que c'est pas normal de payer un bac plus 5, que ça coûte que 600 euros par mois sur un an. Parce qu'en moyenne, c'est ce que ça va coûter avec les aides. Alors qu'un contrat pro, ça coûtera le SMIC, voire ouais, ça coûtera un bon SMIC. Donc ça coûtera plutôt un 22 000 euros par an. Donc 2 000 euros par mois, en gros. Donc oui, il y a une différence. Mais l'avantage, c'est qu'un employeur qui a déjà mis entre 22 et 30 000 pour un contrat pro sur la table pour le prendre en alternance, il n'aura pas trop de mal à mettre les 45 ou 50 qu'il faut pour le garder. Alors que si votre apprenti vous coûtez 7 000, ça va être très dur de passer à 40 ou 50. Enfin, c'est un gap énorme que peu font. Je trouve ça hallucinant, moi, que le taux d'insertion post-apprentissage soit plutôt autour de 50%. Je comprends pas le délire, quoi. Il y a un bug dans la matrice. Donc oui, il faut peut-être un peu plus se battre ou montrer que vos étudiants sont vraiment très bons ou répondre à un vrai besoin du marché. Parce qu'un des autres problèmes de l'apprentissage, c'est qu'on va prendre des gens sur des jobs non stratégiques dans l'entreprise, genre la com et les réseaux sociaux. Et je suis désolé s'il y en a qui font ça comme métier, mais c'est vrai que c'est souvent, on se dit, bah, on ne sait pas trop faire, on va prendre quelqu'un pour le faire, mais on n'a jamais en tête l'idée de prendre un CDI à la fin. C'est juste, on va enchaîner les stagiaires pas chers, enfin, les apprentis pas chers. Et bah, je vais vous le montrer après. Il y a un site qui permet de voir un peu l'offre de formation et le nombre d'emplois créés par an pour voir s'il y a un décalage. Sur le sujet de com et marketing, il y a plus de 30 000 étudiants en trop par an qui sont formés sur ce sujet par rapport aux offres d'emploi existantes. Donc oui, sur ces sujets, bah, on va prendre de l'apprenti, pas que du contrat pro. Moi, sur mon sujet, je vous assure que à chaque promo, j'ai entre 40 et 50 intentions d'embauche, alors que j'ai que 20 places. J'ai plus d'employeurs que d'étudiants, quoi. Parce qu'en fait, il y a des besoins. Je vous partage un peu, moi, mes principes, parce que c'est ça qui a fait que je me suis éclaté sur ce projet et qui fait que je pense qu'il marche, parce que c'est quand même dur au quotidien, c'est quand même énormément de boulot, mais c'est ça qui me fait marrer. J'ai toujours eu en tête, alors je sais que même en interne, parfois ils n'aiment pas que je dise ça, de faire le HEC du digital learning, de faire l'école dans laquelle, si vous prenez, enfin, si vous voyez que cette personne a fait cette école, si vous voyez un Bayusien sur le marché du travail, vous vous dites qu'il y a 95% de chances qu'il soit très très bon. Et c'est le cas. Mais comment ça marche? C'est qu'on fait quand même une grosse sélection de candidats. On reçoit beaucoup plus de candidatures qu'on a de places à la fin. Et on regarde ni le diplôme, ni le parcours, ni l'âge, ni rien qui soit discriminant. Pourtant, on va quand même discriminer sur les capacités rédactionnelles, sur un minimum de niveau d'orthographe, une grande curiosité et une capacité de synthèse de sujets complexes. On a des petits tests pour faire ça. Donc c'est ouvert complètement à tous, qui est bac-4 ou bac+8. On a déjà eu les deux. Et les deux ont très bien réussi la formation. Mais
On n'est pas l'école de la deuxième chance, c'est un super boulot ce qu'ils font, mais moi je ne veux pas former des gens qui ne trouveront pas de boulot à la fin parce qu'il manquerait des choses autour des 400 heures que moi je vais proposer. Moi je n'ai que 400 heures, donc je vais pouvoir que techniquement les rendre très très bons sur mon sujet, mais s'ils ne savent pas écrire, je ne pourrais pas leur faire des cours de français pendant la formation. Donc j'ai une vraie sélection et j'ai des prérequis en amont. Par contre, je veux que la formation soit gratuite. Ça, c'est gratuit, en tout cas. Elle soit gratuite pour l'apprenant. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas payée. Si vous me connaissez, vous savez que pour moi, c'est super important d'être payé à la fin. J'ai planté ma première boîte parce que j'ai jamais cherché à gagner de l'argent. Maintenant, c'est un principe, je veux gagner de l'argent. Pour autant, je veux pas que ce soit un frein à l'entrée à l'école. Donc, pour mes étudiants, il n'y a rien de payant. Même son ordi, quand il arrive à l'école, bah, c'est son employeur qui lui paye et qui lui offre parce qu'il est salarié et qu'en tant que salarié, il a droit à un outil de travail. Mais ça, c'était un point super important pour moi. Je ne veux pas faire de formation payante pour l'apprenant. Deux, je veux lui proposer la meilleure expérience pédagogique possible et je vais être très exigeant là-dessus. Je veux des super intervenants. C'est rarement des profs, c'est plus des experts qui vont venir sur des sujets d'expertise. Et autour, il y a plein de projets. Donc tout le temps, ils vont faire. C'est cool, ils vont avoir 2 heures de comment marche Storyline. Ils vont plutôt avoir 4 jours d'ailleurs, mais ils ont derrière 4 jours pour créer un jeu sur Storyline pour une association. Là, dernièrement, ils ont créé un jeu de chessboxing, enfin, pour expliquer le chessboxing à des collégiens. Le chessboxing, c'est un truc qui a été inventé par Enki Bilal un sport qui a été inventé par Enki Bilal dans une de ses BD, qui est un mix entre le jeu d'échecs et la boxe. Et en fait, vous faites un round de boxe, un match d'échecs, un round de boxe avec des échecs. Enfin, c'est très rigolo. Et du coup, mes étudiants ont créé sur un jeu à partir de Storyline. Après avoir 4 jours de cours, ils ont eu 4 jours de production de ce jeu-là. Pour une vraie asso, et ce jeu est diffusé aujourd'hui. Donc c'est aussi sur des vrais cas. C'est pas sur un cas qu'on a imaginé et qu'on leur fait faire à chaque promo. À chaque promo, c'est des nouveaux sujets, c'est des nouveaux cas, c'est des nouvelles assos. Ils ont aussi travaillé pour l'association ELA, qui lutte contre la leucodystrophie, qui est une maladie assez terrible. Ils ont travaillé dernièrement pour une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, pour former les animateurs à détecter ces violences-là notamment. Alors, ça peut être des sujets lourds, hein. Ils ont aussi bossé pour former des gendarmes à l'OSINT. L'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence, pour savoir d'où vient une image ou une vidéo. Moi, je les ai formés à savoir débunker des informations. Enfin voilà, il y a des sujets très divers sur lesquels ils vont créer des formations. C'est un boulot en plus pour l'équipe pédagogique, mais c'est une source de motivation dingue pour eux parce qu'ils font des choses vraies qui vont vraiment être utiles. Aussi, bah, le programme, il évolue vachement avec les besoins marché. L'avantage d'un contrat pro sans titre, c'est que je n'ai aucune contrainte de compétences bullshit, pardon, de compétences qui ne servent plus à rien. Je choisis les compétences à acquérir en fonction de ce que les employeurs me demandent. Je connais très très bien mes employeurs, je connais très bien ce marché, je sais ce qui est attendu. Alors parfois, je vais leur donner plus que ce qu'il faut, mais je ne vais pas les former des trucs qui servent à rien. Et par contre, je vais les former à des choses qui sont probablement pas encore dans les référentiels parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de mettre à jour leur programme. Moi, toutes les promos, ils ont eu des formations un peu différentes. Comme vous l'imaginez, sur ce sujet, bah, sur les dernières promos, on a intégré l'IA. Ils apprennent à utiliser Gamma. Moi, derrière là, c'est un Gamma dont je suis très fan pour créer mes supports de présentation. Ils apprennent à utiliser Suno pour faire la chanson s'il faut. Puis ils apprennent à utiliser Whisper pour faire la retranscription. Ils apprennent à utiliser Wondercraft pour faire du podcast. Enfin voilà, ils vont apprendre aussi des outils IA pour faire la pédagogie, pour faire la conception pédagogique. Mais bon, il y a plein de choses hein, maintenant, mais vachement plus de sujets d'accessibilité, parce que ça devient un enjeu de plus en plus grand, un peu d'éco-conception, etc., etc. Donc vraiment, je suis libre de faire ce que je veux, tant que ça les aide à trouver un job. Et dernière chose, ça c'est ce qui fait que je me lève tous les matins avec le sourire et un peu de fierté, même quand c'est très très dur. À la fin, ils ont tous un boulot. Moi, c'est pas une formation pour avoir un diplôme ou juste pour dire je l'ai fait, c'est pour avoir un boulot à la fin. Alors, on n'y arrive pas toujours, je vous l'ai dit qu'on n'est que à 92% de taux d'insertion, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, des gens qui n'y arrivent pas, aussi des sujets autour de la personne qui vont pas réussir à se reconvertir. Mais nous, on vise le 100% tout le temps et c'est ça qui nous éclate. Et quand il y a quelqu'un qui vient nous voir, je me rappelle un étudiant à la promo 7, je suis allé le voir en disant, bah, nous, on n'est pas très content de ton travail cette année, on est un peu déçus et fais attention, fais-toi un bon portefeuille. Il me fait, Sylvain, je suis désolé, j'ai rien foutu à la fin, mais j'ai mon CDI, c'est le CDI de mes rêves dans la boîte. Je pouvais pas avoir mieux comme boîte. En plus, j'ai réussi à négocier un super salaire grâce à vous. Merci beaucoup et encore désolé de ne pas avoir fait le taf. Bah, j'ai pas pu l'engueuler, c'était génial comme retour. Euh, et c'est trop fier. Enfin, c'est ça que moi j'aime dans ce job-là, c'est qu'on
ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, oui, socialement, on a quand même un impact. Alors, pas énorme, hein, parce que moi, je fais 2 à 3 promos de 20 étudiants par an. Donc, je n'aide que 60 personnes par an. Mais à ma petite échelle, bah, je suis déjà content de moi. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est qu'en fait, c'est ce que tu as vu, Guillaume. D'ailleurs, tu peux presque prendre ce slide-là, toi, si tu veux, si tu es à l'aise dessus, mais sinon je le fais. Sur pourquoi, en fait, on vous raconte tout ça, c'est qu'il y a un énorme besoin de formation pour faire de la reconversion. Comme tu l'as dit en intro, il y a plein de gens dont le travail disparaît pour des questions d'automatisation, de productivité, de juste changement de façon de produire ou de transition énergétique, où il y a des métiers qui vont aussi disparaître, mais plein qui apparaissent. Et pour autant, souvent, les formations universitaires vont pas assez vite pour y répondre, ou ne forment pas assez de gens, ou les boîtes veulent des gens encore plus opérationnels plus rapidement, parce que entre quelqu'un qui a 20 ans et qui sait pas écrire un mail, qui sait pas communiquer en interne, et quelqu'un qui a 40 et qui sait déjà faire tout ça, et en plus qui a le vernis qu'il faut, bah, une boîte, elle peut accepter d'aller vers la personne qui a 40 ans. C'est clair, hein, ça, les chiffres sont dans la newsletter d'ailleurs pour ceux qui veulent, avec les sources, parce que c'est intéressant pour faire ça d'aller rechercher toutes les Oui, sources c'est et pas qu'un ressenti, on est d'accord. d'aller essayer de comprendre tous les endroits où il va y avoir le plus de besoins. Mais le chiffre clé, c'est qu'il y a 1,1 million emplois nouveaux qui vont être créés d'ici 2050, donc type d'emploi nouveau. Et puis, il y en a quasiment un petit peu moins qui va disparaître. Donc voilà, et toutes les écoles, comme on voit l'étincelle sur l'installation de pompes à chaleur ou de panneaux solaires, la bâtisse pour La euh, femme dans la les plomberie, c'est femmes au extraordinaire, dans l'électricité, métier du la bâtiment, Rubik etc. School Ouais, et autres. Ouais. ouais, exactement. Et il y a des financements quand même. Et où en plus on peut multiplier les financements et notamment sortir des financements un peu publics, ne pas être que sur l'apprentissage et l'État qui choisit les aides et le montant de l'apprentissage, parce que le montant de la formation d'apprentissage baisse. Là, c'est les employeurs qui payent, parce qu'il y a un vrai besoin. Et donc, du coup, bah, vous avez des prix aussi qui sont différents, potentiellement plus libres. Si vous arrivez à convaincre les employeurs que votre formation est géniale, bah, il est prêt à payer un peu plus et à avoir un reste à charge. Donc, là, on arrive dans le cœur du sujet. Il y a 5 grandes questions à se poser avant de se lancer à créer une école. Un, et je vais vous faire des détails sur chacune de ces questions. Un, mon secteur d'activité est-il assez porteur? Est-ce qu'il y a assez de demandes de la part des entreprises? Parce que c'est pas parce que je suis expert de mon sujet qu'à la fin, mes étudiants vont être embauchés. C'est pas parce que je fais très bien euh, quelque chose que les boîtes ont besoin que les gens fassent très bien cette chose-là. Moi, j'arrive à bouffer, mais est-ce que j'arriverai à faire bouffer 20 personnes comme ça? Pas dit. Donc vraiment à regarder et à faire attention qu'il n'y ait pas déjà plein d'offres de formation, parce qu'il faut être capable de se différencier un peu. Deux, est-ce que j'ai moi les compétences pour former? Et ce sera une des raisons d'échec potentiellement. Donc je vous recommande que oui, que vous ayez en partie les compétences de formation ou que vous avez les ressources pour former. Moi, j'avais Sido, c'est 20 personnes qui font ça à plein temps depuis 15 ans. Ils ont tous 10 ans d'expérience dans la boîte minimum. Donc oui, j'avais des ressources pour former. Et en plus, moi, je connaissais un peu le sujet quand même. Et il faut un peu de trésorerie. J'ai vu qu'il y avait malheureusement la question. Je démarre avec zéro, comment je fais ça? Je suis désolé, j'ai pas de solution pour vous. Le montant moyen que je recommande pour démarrer, je vous le dirai après, c'est 30 000 euros. Donc, c'est pas des sommes folles. Mais entre choper un local, payer un peu les intervenants, les démarches administratives très diverses en France, parce qu'il y en a beaucoup, entre Calliope qu'il faut avoir, plus tous les logiciels qu'il faut s'acheter pour le quotidien, qu'il soit pas trop horrible. Ouais, je vous recommande d'avoir un peu de trésorerie devant vous, parce que même si vous serez payé assez vite par les OPCO et les employeurs, vous êtes payé dès que les journées de formation sont faites, vous pouvez être payé. Euh, mais il faut un peu de fonds de roulement, on va dire. Aussi, un autre sujet, qui sont mes apprenants? Où je vais les trouver? Est-ce que je peux facilement les contacter? Si vous vous mettez des, par exemple, comme la Baptiste, qui s'est mis un challenge énorme de former des femmes dans la plomberie, bah, c'est plus difficile que moi en termes de com, parce que déjà, il a que 50% de la population à qui il peut s'adresser. Moi, j'ai 100%. N'importe qui peut faire mon métier, enfin, un métier de digital learning manager. Si vous dites, comme Au Carré que j'ai accompagné, ils font un travail incroyable, et franchement, ils sont trop forts. Au Carré forme des no-codeurs, mais ils se sont mis comme contrainte que c'est des apprenants qui étaient tous éloignés de l'emploi, au RSA depuis au moins 2 ans, ou avec des RQTH. Enfin, ils ont du coup un public très difficile. Mais en mettant tellement de contraintes, bah, ils ont une toute petite population qu'ils peuvent adresser.
mais sont rapprochés des assos qu'il fallait pour avoir suffisamment de candidats à chaque promo. Mais ça n'empêche que faut être clair sur qui vous visez. Peut-être Pareil, juste enfin, vas-y. compléter, parce que ça va venir après dans tes autres réponses sur le financement, je crois, mais le fait d'avoir aussi, par contre, un public, par exemple, éloigné de l'emploi, etc., améliore ta rémunération par par Pôle emploi, notamment non, sur le fait que tu cibles justement des personnes qui sont éloignées de l'emploi en particulier. Tout à fait. Tout à fait, carrément. Euh, il y a des aides, il y a des financements supplémentaires si vous visez des personnes RQTH, si vous visez des personnes qui sont peu diplômées. Par exemple, sur la POI dont je parlais tout à l'heure, vous aurez des budgets supérieurs si vous visez des bacs zéro. Alors que si je visais personne, mais c'était ouvert à tous. Et au final, ceux qui arrivaient chez moi, c'était plutôt entre bac plus 2 et bac plus 5. Et c'est pas des publics prioritaires selon France Travail, donc j'ai moins de budget. Donc, tu as un truc un peu entre à la fois élargir le spectre de candidats et en même temps le restreindre un peu pour atteindre des financements peut-être plus simples. Ouais, et aussi pour être visible. Parce qu'au moins, tu vises les femmes, enfin, tu veux former des femmes dans la plomberie, bah, l'offre de valeur, elle est claire, la promesse, elle est là, et c'est presque plus facile de communiquer aussi, et d'avoir des retombées médiatiques et ou des relais réseaux sociaux, parce que c'est plus fort que de dire, moi, je forme n'importe qui à la conception pédagogique. Donc non, ça peut être un sujet, mais faites attention qu'il y ait assez de gens sur le marché, parce que comme je disais tout à l'heure, il n'existe pas de parcours sup de la reconversion. Il n'y a pas d'endroit où ces gens sont facilement trouvable, à part à France Travail, mais il faut avoir des très bonnes relations avec son conseiller, parce que lui, il n'est pas obligé de vous mettre en relation, que vous n'aurez jamais accès au fichier de France Travail, évidemment. C'est lui qui poussera l'info à quelques personnes, et ce qu'elle peut être de 20 à 2000, en fonction de son envie, de sa dispo, de sa confiance en vous et en votre projet. Mais oui, faire attention quand même, parce que plus vous restreignez, plus ça peut être compliqué de les trouver. Mais pour autant, c'est ce qui peut vous permettre d'être plus payé à la fin. Et employeur pareil, la bâtisse à nouveau, je sais que travaillant avec des plombiers, c'est des horaires de travail un peu différents. Pour les contacter, c'est entre 6 heures et 8 heures, ou entre 16h30 et 19 heures, mais c'est pas la journée. Parce que les journées ils sont sur les chantiers et qu'ils ont vraiment pas envie qu'on les appelle pour leur proposer un alternant. Donc, il faut avoir ça en tête. Il faut se demander si ces employeurs sont solvables. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me parle de restauration dans les questions, mais je verrai d'autres choses. Enfin, on verra, on aura d'autres discussions. Euh, Si vos employeurs n'ont pas les moyens, si c'est la restauration, ils tirent la langue, ils n'ont pas de quoi te payer, bah, ça va être compliqué de vous lancer sur votre école. Il va peut-être falloir chercher un autre secteur où les employeurs ont un peu d'argent. Une autre question à se poser, c'est aussi présentiel, distanciel, hybride. Enfin, comment vous voulez animer vos formations et quel type de formation vous voulez faire. Je reviens dessus après. Et enfin, les financeurs, je vais vous les présenter. Secteur emploi, je vous recommande ce site, il est extraordinaire. Je crois que tu l'as mis dans ta newsletter, hein, Guillaume, de Ouais, ouais, j'en ai parlé. où il est en train d'arriver. Vous pouvez choisir par secteur et ça va vous dire le nombre de personnes qui sont formées chaque année, le nombre d'emplois qui sont créés, le nombre d'emplois qui sont non pourvus. Et dans l'agriculture, il y a un énorme besoin notamment, comme vous le voyez. D'ici 2030, 158 000 postes devraient être créés, que 92 000 personnes formées, donc il y a 65 000 personnes à former en plus. Et ça peut être des jeunes comme de la reconversion. C'est là où c'est intéressant. Et donc, ouais, vous avez tous les calculs, par secteur, vous cliquez là et vous cherchez votre secteur à vous. Euh, du coup, il est où comme marketing? Je vous le montre parce que c'est pas sympa du coup, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est là. Ah non, c'est 16 000, ça va, c'est pas 30 000 comme je vous disais. Je disais, du coup, une fake news, je suis désolé, mais en gros, ils estiment qu'il y a 17 000 candidats en trop sur ce métier-là qui, du coup, ne pourront pas trouver de boulot parce qu'il n'existe pas assez d'emplois dessus. Il y a beaucoup plus de jeunes débutants que de départ en carrière, de création d'emplois. Voilà. Donc, regardez bien ce site parce que ça vous donnera des idées. Ça ne veut pas dire qu'on est. Enfin, honnêtement, moi, tu vois, je pense que euh, former des iconographes spécialistes d'IA, il y a un sujet parce qu'aujourd'hui, on peut créer ses propres photos, ses propres images et tout le monde ne sait pas faire. Et que les éconos, va falloir les reconvertir là-dessus pour qu'ils soient capables de garder leur job. Qu'en marketing, il y a enfin, franchement, un vrai expert SEO, il trouve du boulot sans souci, voire un même expert SIA, sur tout ce qui est acquisition paid.
un expert marketing automation qui sait mettre en place un HubSpot ou d'autres, il y a du boulot. Un marketing très généraliste qui sait un peu tout faire mais rien, ouais, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Donc, ça ne veut pas dire, prenez pas nécessairement ces stats au pied de la lettre si vous êtes convaincu de votre truc, mais ça vous donne quand même des bonnes indications. Deuxièmement, allez voir sur France Travail. Voilà, bien. Est-ce qu'il y a bien des offres d'emploi sur ce métier-là? Alors, c'est pas grave s'il n'y en a pas beaucoup, parce que moi, sur mon métier, enfin sur ma nouvelle formation de chef de projet IA, il n'y a pas d'offre d'emploi, ou très très peu. Très 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 peu pour l'instant. Donc, c'est pas pour autant que j'ai pas réussi à faire une première promo de 14 et que j'espère faire une deuxième promo un peu au-dessus, entre 14 et 20. Mais c'est un bon moyen de vérifier, c'est quand même le plus gros job board du monde qui est gratuit. Et vous mettez votre compétence, votre métier, et le lieu, ou juste France entière, ça vous sortira le nombre d'offres d'emploi en ce moment qui sont pour vous. Toutes ne sont pas vraies, parce qu'il y a des boîtes qui utilisent ça pour se faire des viviers de CV, mais ça vous donnera comme des bonnes indications. S'il n'y a aucune offre, c'est inquiétant, il va falloir se battre pour faire connaître votre offre, pour faire connaître ce métier et pour le vendre. Ce qui est mon cas en ce moment avec chef de projet IA, je vous assure que j'en chie. Mais on y arrive, c'est faisable. Ça vous donne une autre indication. Et enfin, s'il y a des offres, je vous ai donné juste un petit fichier que vous pouvez dupliquer parce que c'est ce que je demande de toute façon quand je fais mes accompagnements à la création d'école, c'est de venir avec ce fichier-là, de mettre l'offre d'emploi, mettre surtout les compétences attendues par les employeurs et de se rendre compte que ces compétences ne correspondent pas toujours. Voilà, dans les missions et qualités requises, c'est vraiment les deux cases les plus importantes. C'est là où on va voir qu'il y a des écarts énormes avec les offres de formation qui existent. Ça, vous pouvez dupliquer à volonté. Deuxième chose, compétences, connaissance de soi et trésorerie. Un, c'est quoi vos ressources à dispo en termes de formateurs, de connaissances métiers, de locaux, de matériel, parce que bah, pour la plomberie, il faut du matos, il y a des consommables, et donc il y a des achats, donc on va être peut-être plus autour de 50 000 euros de base que 30 000. Autant une formation très numérique comme moi, bah, il faut juste un ordi, il est fourni par l'employeur et un local. Autant des métiers techniques, bah, il faut leur fournir une petite mallette. Alors après, elle peut se facturer. Je sais que la bâtisse, je crois que facture à l'employeur le fait de leur fournir des outils pour démarrer. Deux, c'est quelque chose, hein, c'est extraordinaire comme projet, le fait d'avoir une école. C'est au quotidien génial, mais c'est aussi très très dur. Donc il faut que ce projet il ait du sens pour vous. Si le seul but c'est gagner du fric, je vais vous dire un truc, ça n'en gagne pas assez pour l'investissement humain qu'il y a derrière. Mais ça en gagne, hein. On peut très bien gagner sa vie. Je vous partagerai mes chiffres à la fin. Ça marche, mais c'est du taf. Et c'est pas en mode je lance la formation asynchrone et je vis ma vie de mon côté aux Maldives ou aux Baléares, hein. Je suis là tous les jours, je suis là pour les aider. Je gère l'employeur qui pète à la dernière minute et qui casse un contrat alors que j'avais l'étudiant qui devait démarrer lundi. L'étudiant qui est en burn-out en milieu de formation, il faut retrouver quelqu'un, il faut trouver une solution. Enfin, c'est au quotidien du taf, moi que je trouve passionnant. Mais il faut que le projet ait vraiment du sens pour vous, il faut aimer ça. Il faut aimer former, il faut aimer transmettre, il faut aimer aider les gens un peu. Euh, et il faut avoir cette dispo-là, un peu en journée, parce que bah, ils sont là à la journée. Il faut être là un peu pour eux et répondre à leurs questions. Et enfin, il y a ce besoin de trésorerie. Alors, l'idéal, hein, quand on lance son école solo, c'est d'avoir notre ami France Travail euh, qui vous indemnise pendant un temps, ce qui vous permet d'avoir, vous, un peu de revenus, ce qui vous permet de ne pas taper dans votre trésor pour vous payer tout de suite, et d'avoir un petit capital de démarrage que j'évalue autour de 30 000 euros pour dire qu'on démarre tranquillement. Si vous avez des indemnités, vous n'avez pas besoin de vous payer, ça peut être un peu moins que 30 000. Mais voilà, à grosse maille. C'est une grosse maille. Ensuite, ouah, plein d'infos, plein de textes, je suis désolé. Deux choses. Les apprenants, les employeurs. Parce que si vous avez les bons candidats, vous trouverez les employeurs. Mais avoir les bons candidats, il faut trouver les bons réseaux pour vous amener. Moi, je vous ai cité France Travail, il y a des assos locales qui font du très bon boulot. Il y a tout ce qui est les sociétés de bilan de compétences, parce que, ils ont accès à plein de publics qui se posent des questions, qui sont peut-être pas bien dans leur job et qui ont envie de changer. Et que si ils vous connaissent, bah, ils peuvent vous recommander auprès de ces publics-là. Moi, je commence à en avoir quelques-uns qui me recommandent et ils m'envoient des super profils. Et aussi tout ce qui est société d'outplacement, c'est les boîtes qui gèrent les plans sociaux de grandes entreprises, de grandes industries où ils ont des budgets pour accompagner les personnes licenciées à retrouver un emploi et ils ont des budgets de formation et autres. Donc ça peut être des super bons partenaires pour vous parce qu'il y a du budget et il y a des gens qui ont déjà été préqualifiés.
Deuxième chose, il faut quand même aussi attirer par vous-même des candidats. Et pour moi, c'est avec des promesses fortes potentiellement. Donc moi, je vous l'ai dit, pas de frais de formation, un job garanti ou presque à la sortie. Insertion dans un réseau. On a un réseau de 1100 concepteurs pédagogiques en France que j'anime, enfin qui s'animent tout seuls maintenant, c'est ça qui est cool. Mais ils sont pas tout seuls quand ils sortent de l'école. Et en plus, maintenant, ils ont le réseau d'anciens, donc on a 200 personnes qui sont sorties de l'école ou presque. Et ils savent qu'ils peuvent les appeler, qu'ils peuvent s'entraider, qu'ils peuvent échanger entre eux. J'ai un peu copié le réseau des grandes écoles parce que je trouve ce modèle super intéressant. Et aussi, formation ultra professionnalisante sur certains métiers qui en manquent parfois, où les gens sortent d'école, ils savent un peu rien faire. À vous de montrer que ça peut être tout le contraire et que vous, les vôtres, ils savent faire. Donc, trouvez votre promesse, mais ça peut être aussi, moi, je forme des femmes dans le BTP, comme la bâtisse, et c'est ça qui fait qu'il y a des boîtes qui veulent aussi mettre un peu de diversité, mixité dans leurs équipes. Le fait, moi, que j'ai des femmes à l'école IA, c'est celles qui sont recrutées le plus vite, parce que alors, j'ai que 33%, 35% de femmes sur cette formation, mais il y a pas mal d'employeurs qui me disent c'est trop cool parce que j'ai quasiment que des mecs dans mon type technique. Si je peux avoir une nana, ça fera du bien, ça me montrera d'autres idées, d'autres façons de penser. Ça peut calmer tout le monde, ça peut donner une nouvelle dynamique à l'équipe. Donc voilà, trouvez votre promesse à vous. Mais il faut en avoir une. Parce que si vous faites comme les autres, vous allez avoir du mal, les autres sont déjà là, ils font déjà pas mal les choses. Euh, 3, c'était quelqu'un qui avait mis ça sous ton poste, Guillaume. En disant, ouais, ton article il est bien, mais t'oublies qu'il y a des coûts d'acquisition énormes pour trouver des candidats. Très honnêtement, je n'ai jamais payé 1 euro pour trouver des candidats. Merci Myriam pour ton petit mot. D'ailleurs, tu as un petit témoignage dans les Q&A où tu dis que tu nous en as envoyé, enfin, que tu as parlé de nous à au moins 5 personnes et qu'il y en a 3 qui ont fait nos formations depuis. Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Pascal, non, dis-moi s'il y a un truc en Q&A, Pascal, spécifique. Mais du coup, Euh, on a Pôle emploi qui parle beaucoup de nous, on a nos anciens, on a nos employeurs. Parfois, c'est même les employeurs qui nous envoient des candidats en disant, mais moi, je veux absolument quelqu'un de chez toi, j'ai trouvé un profil, il est trop bien, mais il faut que tu le formes parce qu'il faut que tu en fasses une brute. Enfin, on peut le faire et après, je communique moi beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir un peu de visibilité et du coup, on attire aujourd'hui que des très bons profils. Les gens qui connaissent chez nous, ils savent qui on est, ils savent comment on bosse et ils ont bien préparé leur truc. Donc, à vous de faire le travail pour limiter ces coûts. Parce que si vous n'avez pas assez d'entrants naturellement, faut trouver d'autres techniques. Et deuxièmement, je vous disais, les employeurs, il faut les contacter, il faut les trouver, il faut leur donner envie de recruter vos candidats. Vos candidats sont plus chers que des apprentis, donc il faut justifier ça. Et c'est un sprint monstrueux de 6 semaines avant chaque promo, voire tout se joue dans les 2 dernières semaines. C'est un truc un peu barjot. Ils ont beau avoir vu des profils, ils ont beau être convaincus, ils diront oui à la dernière minute. Donc, créez-vous un réseau d'employeurs. Moi, j'avais la chance de démarrer pas de zéro parce que j'avais Sido qui était connu dans le monde de la pédagogie et qui a déjà plein de clients. Sur ma première promo, j'ai bien 50% des employeurs qui sont des clients de Sido. Donc, ils nous faisaient confiance par principe presque. Et ça aide pour démarrer. Après, si vous êtes sur un secteur où il y a énormément de recherches de la part des employeurs, il y a moins besoin d'être très connu, d'être très visible sur ce sujet. Faut faire une bonne sélection de candidats parce que une des clés de votre succès aussi, c'est le matching. Si vous envoyez le bon profil dans la bonne boîte, normalement, tout devrait bien se passer. Et c'est ça que les employeurs apprécient, c'est que je leur donne jamais le catalogue complet de tous mes étudiants. Je leur présente un, deux ou trois profils maximum pour, qui sont choisis pour eux et où je sais que les gens sont intéressés par la boîte. Ça vous évitera les emmerdes par la suite, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et ça rassurera tout le monde, et les apprenants et les employeurs. Les apprenants, parce qu'ils manquent de confiance en eux. Juste pour rappel, la reconversion, c'est un truc très très dur, hein, pro-perso. C'est un investissement très fort. On a généralement une famille, des crédits à côté, donc on ne peut pas rater sa reconversion. Si on tombe sur un mauvais organisme de formation, ça peut vraiment être catastrophique. Donc vous ne pouvez pas leur faire ça. Et il faut leur trouver des employeurs qui collent bien et qui font bien le boulot. Et c'est aussi assurer un réel suivi après le matching, parce que c'est bien qu'ils aient signé un contrat de professionnalisation, mais c'est encore mieux que ça se passe bien pendant l'année, c'est encore mieux qu'ils embauchent à la fin. Et que souvent, ce suivi est complètement négligé par les écoles, par les organismes de formation. Par exemple, moi, je fais 2 points avec eux pendant l'année, euh, à 3 mois et à 8 mois, pour voir si la personne, ça se passe bien, s'il a bien les compétences, s'il y a des sujets à ajouter au programme, s'il y a des trucs sur lesquels ils voulaient qu'ils aillent encore plus loin sur des choses. Et ça, ils adorent en fait de pouvoir dire, cool, je ne fais plus de dire que moi j'avais besoin qu'ils montent plus vite sur ce réel, donc on peut faire des séances un peu personnalisées par sujet pour nos étudiants, pour répondre aux besoins des employeurs, parce que c'est notre client au final, c'est quand même l'employeur. C'est lui qui paye et c'est lui qui à la fin fera que l'école survivra.
Je vais pas vous le détailler. Moi, je ne crois pas du tout au distanciel asynchrone. Donc, désolé pour ceux qui sont là en pensant qu'ils peuvent enregistrer des cours, les envoyer et se frotter les mains au bord de la piscine. On parle de reconversion. Alors oui, ça a beaucoup plus on va plus gagner d'argent, mais on est sur des publics, il faut les accompagner. Ils vont se noyer, ils vont perdre confiance en eux. Ça va être dur. Si on n'est pas là pour les aider un peu, bah oui, vous aurez des taux d'abandon à 50%. C'est votre choix, c'est pas le mien. Moi, je veux que tous y arrivent, ou presque tous. Ensuite, il y a d'autres modes qui sont plus imaginables, de la classe virtuelle, de l'hybride, donc un mix distanciel-présentiel ou du full présentiel. Nous, au Bahut, on est en full présentiel. Parce que, un, on kiffe perso, je préfère. Deux, parce que j'aime bien être à côté d'eux, j'aime bien les connaître, j'aime bien les comprendre. Trois, parce que je les ai vendus à des employeurs. J'ai un peu mis ma tête sur la table de temps en temps, en disant, non, mais prends-le ou prends-la, tu verras que tu seras convaincu. Et donc, je ne veux pas, je veux être, enfin, je veux connaître la personne pour me dire, bon, j'ai pas fait ça n'importe comment. Et parce que ça fait partie du plaisir aussi d'échanger avec les gens. Moi, des jours, je suis très fatigué, mais à 17h15, la journée de formation est terminée et on va discuter tous dehors autour d'un sandwich, d'une bière, d'un café ou autre, d'un verre d'eau gazeuse, parce qu'on a de l'eau gazeuse au bureau. Bah, ça fait du bien, en fait. C'est tous des gens passionnants, passionnés. J'ai appris clairement l'humilité. J'ai des gens qui sont ultra bons, qui m'apprennent énormément autour de moi et c'est extraordinaire. C'est juste qu'ils n'ont pas eu la chance de faire de bonnes études. On les a pas accompagnés, ils ont perdu confiance à un moment dans leur vie, mais ils sont incroyablement forts. Ça, c'est trop cool. C'est pour ces moments que je fais ça, moi. Après, en modalité, bah, ça va. Tous ces choix en fait, que je vous présente vont générer des financements différents. Parce que vous n'aurez pas accès à certains financements en fonction des choix que vous ferez. Mais dans les grandes modalités de formation qu'on connaît, il y a le bootcamp qui dure 7 à 13 semaines. Au wagon, c'est 9 semaines. Au Baïno, c'est 13. À la Roquette, je crois que c'est 13. Il y a l'alternance, nous on fait ça sur 12 mois, parce que les contrats pro, ça peut pas être plus, c'est 399 heures maximum. Bootcamp, c'est généralement 400 heures aussi. Il y a des boîtes qui font du stage alterné, mais c'est-à-dire que du coup, c'est pas l'employeur qui paye. Et ou les boîtes comme Open Classroom, où vous n'avez aucun rythme imposé, mais c'est vous qui payez. Apprenons, je parle. Donc, il faut choisir un peu de tout ça. On va mixer, et c'est là où moi je peux vous aider à choisir si on échange un peu plus longuement. Parce que derrière, il y a tous ces financements. Pour vous, en tant que demandeur d'emploi, si vous êtes demandeur d'emploi, pardon. Si vous êtes demandeur d'emploi, il y a le plan opérationnel de retour à l'emploi individuel. Ça, c'est votre conseiller, France Travail, qui a accès à ce dossier-là. Tout le monde peut le demander. Par contre, si vous n'avez pas un profil prioritaire, l'organisme de formation sera très peu payé. La POI a quelques exigences. Un, que vous soyez demandeur d'emploi. Deux, que vous signiez a priori un contrat de travail, que ce soit pour du CDD d'au moins 6 mois, du CDI ou un contrat d'alternance, à la fin de votre POI, à la fin de la formation en POI qui dure 3 mois généralement. Et c'est à l'employeur de faire la demande sur son espace en disant j'ai rencontré ce candidat, je veux l'embaucher et je veux qu'il fasse cette formation. Et je m'engage à la fin à l'embaucher si tout va bien. Là, le prix horaire, c'est 8 euros, ça c'est le minimum, mais ça peut se négocier. J'ai accompagné une boîte qui a réussi à négocier plus de 20 euros de l'heure, ce qui devient très cool, mais c'est rare, c'est parce que ce sont des produits très prioritaires. Donc, pas toujours simple, et c'est un financement public. Et à la fin, potentiellement, il faut leur trouver un CDI, c'est pas toujours facile. Moi, j'avais commencé au début, je trouvais que 25% de CDI et 75% d'alternance. Ça ne me convenait pas. La POC, c'est la même chose, mais en mode collectif. Vous dites juste, voilà, j'ai plein d'employeurs sur le marché qui souhaitent recruter, mais sans qu'il y ait d'engagement de leur part. Et c'est l'OPCO, donc c'est l'organisme paritaire collecteur, donc c'est la mutuelle de la formation de chaque secteur d'activité qui dit, en ce moment, par exemple, l'OPCO Atlas, l'OPCO des boîtes de conseil et des éditeurs logiciels dit il faut plus de commerciaux, donc on finance des POC pour former des commerciaux. C'est sur appel d'offres tous les 3 ans généralement pour avoir accès à ça. Le prix, bah, c'est de la concurrence, donc ça peut se négocier comme autour de 14-15 euros de l'heure, je pense, qui est bien honnête. Pas trop le stress de trouver des employeurs tout de suite, mais pour autant, vous serez vous évalué sur votre capacité d'insertion. Si vos étudiants, il y en a trop qui ne trouvent pas de boulot à la fin, bah, on vous fera sauter votre POC au bout d'un moment. Ensuite, il y a l'apprentissage. Donc, apprentissage étudiant de moins de 30 ans, titre nécessairement qu'il faut prendre au ministère du Travail, ça c'est gratuit, ou louer à un organisme certificateur, donc à déposer un titre. Cette location coûte généralement au moins 1 000 euros, peut coûter plus que ça.
Et l'organisme peut choisir de ne pas vous l'allouer. Moi, c'était mon cas, c'est pour ça que j'ai pas fait d'apprentissage aussi, ce que j'ai demandé à l'époque, c'est ce qui me semblait le plus simple. Il n'y a enfin, il y a qu'un certificateur sur mon métier, un gros, qui est très connu, et qui m'a dit c'est 4 900 € par étudiant. Je me suis dit, et il me faudrait un peu d'argent quand même pour bouffer. Il fait bah non. Et voilà, donc je ne suis pas allé plus loin avec lui. Vous pouvez faire du contrat pro avec titre, pareil, même problématique. Donc, ministère du Travail, c'est gratuit, mais dès que vous faites du autre, c'est payant. Et là, c'est double financement, c'est OPCO plus employeur, s'il y a un reste à charge chez les employeurs qui complètent. Vous pouvez faire du CPF, là, c'est la personne avec son CPF plus son employeur qui peut compléter. Et enfin, du financement perso, comme il existe plein de formations, c'est vous qui payez et point. Si ce sont des salariés, parce que vous pouvez aussi reconvertir des salariés, vous avez Transition Pro. Dans toutes les régions de France, il y a un organisme Transition Pro. Il faut qu'il soit salarié, il faut qu'il ait un bac plus de maximum, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, on peut arriver à des beaux coûts de formation, enfin des beaux prix de formation en prix horaire. C'est un dossier à déposer par le salarié en expliquant pourquoi il va faire cette formation, pourquoi à cet endroit-là et dans cette école-là. Mais ça peut être intéressant. Il y a aussi la Pro A, le contrat Pro A, qui existe pour les salariés d'entreprise. Dans ce cas, c'est l'OPCO, l'employeur qui finance. J'ai oublié tout à l'heure le contrat pro expérimental, mais c'est dans les contrats pro. Il y a aussi le CPF, hein, parce que si vous êtes salarié, enfin, si vous êtes salarié, vous pouvez les attirer en leur demandant de payer avec leur CPF ou CPF plus le pot de la boîte, si l'entreprise est d'accord. Et enfin, les entreprises ont aussi le plan de développement des compétences. Le plan de développement des compétences, ça ne finance pas que les formations de 1 ou 2 jours. Ça peut être aussi des formations beaucoup plus longues. J'ai eu récemment un salarié d'une grande société de grande distribution qui est venu chez nous se former en alternance, entre guillemets, mais ce n'était pas l'alternance qui était salarié. Et c'est le plan de développement des compétences qui a payé. Juste, je vous fais un mini focus sur l'alternance sans titre parce que je trouve ça tellement cool. Il y a très peu de texte écrit dessus, c'est pas si simple à trouver. Donc, c'est un dispositif de reconnaissance conventionnelle. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de code RNCP. C'est légal et c'est connu. Je vous ai mis là un lien qui vous explique comment ça marche. C'est quand même connu un peu des OPCO, il faut un peu se battre. Tous les conseillers ne connaissent pas, mais ça fait 4 ans que je suis dessus et je me bats tellement et que maintenant ils commencent à le connaître. Mais c'est un peu galère. Par contre, c'est financé de la même façon qu'un contrat pro avec titre. Qu'il y ait titre ou pas, il y a le même budget à la fin. Par exemple, chez Atlas, c'est 11 € de l'heure, point. C'est 11 € sauf si la personne avec QTH, c'est 18, sauf si elle a plus de 45 ans, ça peut être plus, sauf si... Enfin, il y a plein d'exceptions qui font que ça peut être plus. Mais de Sylvain, base, qu'il y ait un titre ou pas, c'est payé pareil. je te coupe juste 2 secondes, Sylvain, pour savoir à peu près combien de temps il nous reste pour ceux qui posent des questions Q&A. Il reste de présentation 10 minutes. Normalement, on va 10 minutes de questions comme ça derrière. Oui. C'est fini. Je suis sur la fin. Et c'est beaucoup plus souple que louer un titre parce que vous faites ce que vous voulez en termes de développement des compétences. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous pensez que vos apprenants doivent être très très bons. Pas de location de titre, il y a un peu moins de contraintes administratives, enfin, c'est un peu moins chiant en termes de diplôme, etc. Pourquoi on peut se planter? Parce que j'ai accompagné des écoles qui ne se sont pas lancées non plus, enfin, accompagné des entrepreneurs. Un, le temps, ça se fait pas en un jour. Clairement, ça demande quand même beaucoup de taf. Et moi, si je peux vous accompagner, je vais pas faire le boulot à votre place non plus, je vais pas produire à votre place. Je vais vous donner tous mes documents, vous pouvez tout recopier, mais il faut l'adapter. Deux, au niveau RH, ça demande vraiment une sacrée énergie et des gens qui dédient leur temps. Il faut au moins une personne à plein temps, le temps de le lancer, et après, c'est 2 personnes à plein temps pour faire 2 promos par an. Donc, si vous pensez que ça peut tourner tout seul, non, ça marche pas. Et s'il n'y a pas le dirigeant qui est aussi moteur, parce que c'est pas le dirigeant qui se met dedans, mais qui met un salarié et que le salarié n'a pas les mains libres pour faire des choix, pour investir, pour tester des choses, c'est aussi un risque d'échec. Et enfin, le manque d'expertise métier. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, que vous dites juste, tiens, il y a de l'argent à faire dans les pompes à chaleur ou dans le photovoltaïque, mais moi, j'y connais rien, bon, vous êtes peut-être à avoir du mal à attirer des candidats et des employeurs. Et en plus, vous n'avez peut-être pas trouvé les bons formateurs, parce que je sais que sur ce métier-là notamment, c'est très compliqué de trouver des bons formateurs à des prix corrects. Parce qu'il y en a très peu des bons et ils sont donc tous très chers. Quelques stats, moi en moyenne, je reçois 120 candidatures par promo, une quarantaine d'intentions d'embauche employeur. J'ai 20 apprenants par promo qui démarrent. Ma formation, je la facture 9 200 € aux employeurs ou à leur OPCO. Il y a 50% qui est pris en charge par l'OPCO en moyenne, donc l'employeur paye 4 600, l'OPCO 4 600, grosso merdo. Et pour un contrat pro, il y a 2 000 € d'aide quand même dans tous les cas, contrairement aux 6 000 pour un contrat d'alternance. Je vous ai mis en dessous plein d'autres stats de combien de mises en relation je faisais par promo, combien de temps ça me prenait. Dans cet article LinkedIn, je vous enverrai le support à la fin. Tout sera cliquable.
Maintenant, je voudrais vous présenter, du coup, peut-être répondre aux questions avant de présenter ce qu'on leur propose pour la suite. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ouais, carrément, carrément. Il y avait une question sur Marine qui demandait sur les sujets de santé, si pour des enfin, voilà, est-ce qu'il y a des secteurs par exemple où il y a des où c'est réglementé en fait, comme la santé par exemple, où tu peux pas faire des reconversions comme tu veux. Probablement. Probablement, il faudrait se renseigner sur est-ce qu'il faut un diplôme nécessairement pour démarrer cette activité. Par exemple, je peux vous en parler d'un autre que je connais un tout petit peu plus, c'est la coiffure. Vous ne pouvez pas ouvrir de salon de coiffure si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas un CAP coiffure minimum. Donc, il y a des métiers où il faut nécessairement une reconnaissance, enfin un diplôme reconnu pour se lancer. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible, parce qu'il y a dans ce cas-là, souvent sur ces métiers-là, des titres du ministère du Travail, et ces titres sont louables gratuitement. C'est juste que c'est un peu plus compliqué au niveau admin, mais c'est tout à fait faisable, et vous pouvez même faire de l'apprentissage dans ce cas-là. Autre question, tu avais est-ce que la reconversion doit forcément mener à un CDD ou CDI pour être finançable pour son travail? Ou est-ce que par exemple tout ce qui est création d'entreprise, ça peut rentrer dedans? Ça peut rentrer, mais il ne faut pas que ce soit par défaut. Faut pas, enfin, ils vont faire des enquêtes auprès de vos apprenants. Si pour la POI, c'est nécessairement un contrat de travail, pardon. Ça ne peut pas être une création d'entreprise. Euh, ok, on peut avancer, je pense. S'il y avait une question aussi sur le POE, il me semble que le distanciel n'est pas autorisé. Tout se Est-ce que c'est négocie, tout se vrai? discute. Julien L'huissier. Et voilà, parce que je ne sais pas si. Faut avoir si ça se justifie que tu fasses du distanciel sur ton sujet, et c'est une négociation avec ton conseiller Pôle emploi. Moi, j'ai jamais testé parce que j'ai toujours fait du présentiel, mais Hmm. Après, il y a des questions sur les coûts, mais je pense que tu avais ouais, notamment. je vais vous passer à la fin un petit outil Ouais, pour ouais, c'est ça. mettre vos éléments dedans pour que vous voyez à peu près les coûts de structure. Moi, je me suis positionné comme les grandes écoles de commerce autour de 500 euros au jour, en mode je vais te faire aussi de la pub et aussi ce sera potentiellement tes futurs clients parce que tu es expert d'un sujet. Par exemple, mon formateur Storyline qui est externe, Ouais. lui, je sais qu'il récupère plein de formations grâce à nos étudiants. Mais je sais que dans le photovoltaïque, ils sont plutôt à 1200 euros au jour. Dans la Hmm. cybersécu, tu auras aussi potentiellement plus cher parce que tu as moins de très bons. Donc voilà, ça dépend des sujets. Donc à vous de voir un peu ça. Mais moi, je paye 500 euros au jour en moyenne. Je sais que c'est pas beaucoup par rapport à pour des très bons. Mais c'est des très bons, j'ai fait venir 2 jours par an et ils sont contents de venir. C'est leur BA, ils savent qu'ils ont un super public et qu'ils passent un bon moment. Parfait. Ouais, je pense qu'on peut avancer. Peut-être du coup, en fait, là, l'idée, c'est juste de vous donner ce que vous pouvez faire sur Plouf et ce que vous pouvez faire avec Sylvain. Euh, Ouais. sur Plouf, petite parenthèse avant de passer, je pense que c'est surtout les infos aussi après sur tout ce que Sylvain peut proposer qui vous importe. Mais sur Plouf, tous ceux qui ont envie de lancer un projet qui soit impact social et environnemental au cœur et donc créer une école avec de la reconversion, c'est clairement le cas. Il y a à peu près aujourd'hui 110 personnes qui sont du coup des aspirants entrepreneurs qui sont en train d'échanger, de creuser des projets, etc. Ça coûte 35 euros par mois. C'est pas un modèle économique très profitable pour nous. C'est simplement pour être capable d'animer le sujet et d'avoir au moins quelqu'un avec nous et notamment Pauline qui s'occupe de vous aider et de vous prendre par exemple 30 minutes en call dès que vous arrivez. Donc, s'il y en a qui veulent lancer leur école, bon, on peut faire un groupe avec ceux qui veulent lancer leur école. Et ça peut être hyper intéressant d'avancer en collectif pour partager un maximum de choses dessus, quoi. Voilà. Oui. Tiens, je voyais qu'il y avait une remarque comme quoi on pouvait faire aussi du bon distanciel à des gens que j'ai rencontrés et UISF qui forme à la pâtisserie à distance et c'est des ouf. J'étais chez eux en formation et il y a une apprenante qui a trouvé leur adresse pour leur apporter ses chocolats tellement elle était trop contente de sa formation. Donc oui, oui, ça peut bien se faire, mais je trouve ça plus difficile sur la reconversion. Pourquoi Plouf? Parce que si, après tout ça, vous dites, ah, ça a l'air trop cool, mais je sais pas trop ce que je veux faire encore et j'ai besoin de temps. Il y aura Guillaume, il y aura ta collègue et je passerai probablement dessus aussi pour répondre à des petites questions par-ci par-là. Et que ça peut être un très bon moyen pour mûrir votre projet. Autre proposition qui sont faites, c'est bah, nous, on a un accompagnement entre guillemets simple qui se fait sur 4 mois. C'est en gros une première journée et après des ateliers de 2 heures, plus une dispo H24 sur WhatsApp et mise à dispo de tous nos process et tous nos documents pour que on puisse lancer l'école au plus vite, comme l'étincelle, comme la bâtisse, comme la Rubik. Je vous donnerai les coordonnées si vous voulez les contacter pour savoir comment ça s'est fait. Et en cliquant là, vous avez l'accompagnement détaillé avec Calliope, avec
Digiformat et toute la suite qu'il faut pour que ça marche. Et en bas des newsletters d'ailleurs, de la newsletter sur la formation, il y a des vocaux, De ces notamment gens-là, tout à fait. voilà, qui témoignent de comment ils ont lancé leur école et de l'accompagnement avec le BAU. Donc si vous voulez entendre un peu leur feedback, déjà, vous pouvez lire les vocaux. Tout à fait. Il y a aussi, deuxième possibilité, je vous l'ai dit au début, ça avait très très bien marché avec DNL et le CFA IA, de faire une franchise du bahut, alors soit sur un de nos deux sujets, digital learning ou IA. Alors CFA IA, ne font pas du tout d'IA, ça n'a rien à voir, mais ça s'appelle comme ça. Ou ça peut être autre chose parce que vous voulez bénéficier de la marque, qu'on vous aide à trouver des intervenants, qu'on vous partage, qu'on qu'on imagine, qu'on conçoive le partage, le programme de formation et qu'on vous passe tous nos secrets de fabrication et que finalement on fasse ça sous une même bannière. Franchement, l'idée peut être cool, sachant que ça reste votre boîte, c'est juste qu'on a un contrat de franchise ensemble pour que vous utilisez notre marque et que moi je m'occupe du marketing et de la mise en réseau et compagnie. Ça, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? J'ai déjà fait 2 fois et ça a été ultra efficace jusqu'ici. Troisième possibilité, j'en ferai pas 25. Pareil pour franchise, hein, ce sera une, deux, voire trois. S'il y a trois projets exceptionnels, mais ça peut être zéro aussi, ça me va. Salariat, pareil, c'est zéro ou un, on va dire, en dispo sur 2025. C'est, vous avez un projet, mais clairement, toute la partie admin, marketing, commercial, financière, vous ne voulez pas gérer ça. Mais vous avez un sujet en tête et vous voulez qu'on vous aide à l'accoucher et vous voulez gérer vos promos et faire ça au mieux. Avec la philosophie du BAU, bah, renseignez-vous un peu sur comment on le fait. Mais en gros, vous voulez créer la meilleure école du monde avec nous, bah, dites-moi et on discute, ça peut m'intéresser à fond. Ça, je vous laisse à la fin. Je vous ai un outil de simulation de chiffre d'affaires pour si vous voulez voir un peu les grands coûts dedans et comment on peut gagner de l'argent. Je vous ai mis, alors je n'appelle ça veille concurrentielle pour vous, mais c'est une liste d'écoles qui favorise déjà la reconversion et qui garantissent un peu un emploi à la fin, euh, que j'ai identifié, à compléter potentiellement si vous en connaissez d'autres. Et enfin, j'avais un peu écrit un livre blanc pour expliquer aux gens ce qu'il faut avoir en tête quand on se reconvertit, mais ça peut vous donner des idées sur qui vont être vos apprenants. C'est téléchargeable gratuitement sans laisser d'email, tout ça, et vous dupliquez si vous avez besoin, pas de souci. Si vous voulez qu'on aille plus loin, parce que vous étiez nombreux présents, vous étiez 135, je crois, au plus haut, et là, vous êtes plus que 100, mais c'est normal, on arrive à la fin. J'ai fait un petit formulaire Airtable. Juste, si vous voulez aller sur Plouf, bah, vous pouvez envoyer un mail à Guillaume, mais sinon, vous pouvez compléter 2, 3 questions. Je transmettrai de toute façon les résultats. Et pour les trois autres sujets, c'est vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez créer une franchise, ou vous voulez qu'on bosse ensemble au quotidien vraiment. Je vous demande une petite vidéo de vous, en fait. Vous expliquez ce que vous voulez faire, ce que vous avez en tête. Et 2, 3 questions, dans quelle ville, sur quel métier. Juste en un mot à répondre. Pas besoin de chat GPT, pas besoin de tout ça. C'est juste qui vous êtes parce que je pourrais pas accompagner tout le monde, parce que j'adore ça, mais c'est beaucoup de temps. Et que c'est pas mon métier premier. Mon métier premier, c'est d'assurer mon école et ma promo IA. Ma promo IA démarre le 4 novembre, donc avant le 4 novembre, je vais pas être super dispo. Et que je traiterai les formulaires dans leur ordre d'arrivée. Join Plouf, enfin oui, Join Plouf pour Plouf si vous voulez directement dessus. Si vous le voyez dans la discussion, tu m'as pas mis sur tout le monde. Attends, je le remets à tout le monde. Guillaume. Oups. Join Plouf, voilà. J'arrive au bout. Ça, c'est mes coordonnées à moi, c'est mon email. Si besoin, notre site web, notre newsletter, on raconte notre vie et nos histoires. J'arrête l'enregistrement, je vais faire un tour dans les questions. Si tu veux meubler, Guillaume, pendant tout ce temps-là, n'hésite pas. C'est gentil pour les remerciements et les félicitations. Pour créer une école, est-ce que c'est possible de faire la formation booster plutôt que l'accompagnement? C'est vraiment pas la même chose, la formation booster qu'on propose là. Mais à discuter, Boris, parce que formation booster, c'est t'apprendre à concevoir des contenus de formation, c'est pas vraiment t'apprendre à créer une école. Mais peut-être qu'on peut jouer des trucs. Discutons-en en email, envoie-moi un petit mail. École à l'étranger possible avec la franchise, Cédric. C'est un peu mon rêve, je dois te l'avouer. Par contre, il y a plein de choses où je pourrais pas t'accompagner parce que je connaîtrais moins les financements. Même tu vois, en Belgique, je sais que c'est pas du tout financé pareil. Au Canada, j'y suis allé un an et les employeurs financent très peu ce genre de formation. Donc, à voir si je peux vraiment apporter quelque chose, si ça a vraiment du sens pour ton projet. C'est un peu mon rêve. Je t'ai parlé de Belgique et Canada. Mon vrai rêve, moi, c'est plutôt Maroc, Sénégal, Madagascar, enfin l'Afrique, parce que j'adore ce continent.
et que je trouve qu'il y a plein de choses à faire, qu'il y a plein de gens passionnants, passionnés, très très bons, mais qui sont juste, à qui on ne propose pas assez d'offres sur ces sujets. Donc voilà, à discuter aussi, mais moi, réponds-moi dans le formulaire. De toute façon, j'envoie le replay avec le formulaire pour que tu puisses y répondre rapidement. Quand je dis école, est-ce que c'est pareil qu'organisme de formation? Oui, parce qu'au final, on est un OF et j'ai pas dit ça. Mais pareil, en fait, on gagne aussi pas mal d'argent en faisant du B2B. Finalement, mon école, le BAHU, un peu comme les anciennes grandes écoles de commerce, était connue pour la version grande école, mais gagner leur vie avec du MBA, du Master SP et des formations entreprises. Bah, nous, c'est un peu pareil. On gagne encore plus notre vie grâce à ces formations B2B, parce que des employeurs, enfin, des entreprises qui veulent travailler qu'avec nous, parce qu'ils savent qu'on forme les meilleurs sur le marché. Donc, elles veulent que ce soit nous qui formions leurs salariés. Et ça fait toujours partie du projet, de dire, je veux qu'il y ait, voir après, si vous avez, vous, une petite agence qui est associée à votre école, qui fait ça, on a aussi des leads qui arrivent par nos anciens étudiants qui disent, ah tiens, j'ai vu un appel d'offres pour toi, ou là-dessus, j'aimerais bien que ce soit toi qui réponde. Ça, c'est cool aussi, ça fait aussi un peu plus de business. Est-ce qu'il y a un minimum de par classe, Pascal? Bah, moi, en termes de rentabilité, tu pourras jouer avec l'Excel, hein, mais en dessous de 12, ça passe pas. Après, si tu gagnes ta vie autrement, comme je te l'ai dit, avec des choses autour, ça peut être intéressant comme de te lancer. Mais en termes de dynamique de promo, ça peut être aussi compliqué en dessous de 12 parce que tu as un étudiant qui est pas bien, et ben, il peut plomber plus facilement toute la promo s'ils sont que 6, alors que si tu en as 20 et que tu en as un qui va pas bien ou qui a des doutes, ça aura moins d'impact sur toi, ton moral et sur celui des autres apprenants. Et aussi, même en termes de dynamique, tu en as un qui est absent, ça se voit. Quand on a 20 et que tu en as un qui est absent, ça se voit pas. Donc moi, je préfère en avoir une vingtaine. Et comment j'ai un peu plus de marge, un peu plus de liberté, si je veux un intervenant plus cher, si je veux. Là, lundi, j'avais un problème de dégâts des eaux. Je me dis pas que je me suis saigné en changeant de salle. Ah, ça m'a coûté des sous, c'était pas prévu, mais comme je gagne un peu d'argent, ça passe. À 12, vu que je suis à zéro, ça me ferait chier. Voilà, ma réponse sur le nombre d'apprenants minimum, mais ça dépend de ton business model, ça dépend de tes coûts, ça dépend de ton salaire, ça dépend de plein de choses. Une première promo à 12 ou 15, c'est déjà cool. Merci Guillaume. Ouais, pas de coût d'acquisition pour les candidats, c'est une vraie prouesse. Après, on fait très peu de promos hein, aussi. On vise pas des sommes incroyables, enfin des nombres d'étudiants incroyables, donc c'est cool. Euh, Merci Vincent pour le combo Guillaume-Sylvain. Il faudra qu'on fasse plus de choses ensemble. J'ai adoré ton assistante. Je suis désolé. C'était trop bien. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Bah, moi, j'ai encore réussi à apprendre des trucs, donc c'est cool. Trop bien. Franchement, c'est que j'avais vraiment pas fait le job, quoi. Ouais, il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir dans ce métier-là, et j'en apprends encore tous les jours. Ah, c'est Transition clair, c'est pro, dingue. honnêtement, tu vois, je l'ai mis dedans il y a 2 jours. Je ne connaissais pas avant ce dispositif pour les salariés. Donc bon, Trop bien. on peut pas tout savoir, il faut avancer. De toute façon, vous aurez jamais. Enfin, moi, c'est mon autre philosophie, c'est que mon projet sera pas toujours idéal dès le premier jour et que je vais l'améliorer au fur et à mesure, que j'apprendrai toujours des choses en me lançant plutôt qu'en réfléchissant trop longtemps. On va tout envoyer, c'est ça, hein. T'as la Ouais, capacité je à vous fais un replay, envoyer. je mets ça tout de suite sur YouTube, je fais un petit mail avec le formulaire et dans la presse, vous aurez tous les documents accessibles. Ok, donc tu vas publier sur YouTube. Donc là, les gens ont 24 heures pour créer leur école, sinon. Bam. Exactement. Merci Ok, Guillaume, merci à tous, merci à tous. à À bientôt. plus. Ciao. Salut, ciao, ciao.